Donc, c'est la prise en charge donc uniquement en ST réanimatoire et aussi, je ne vais pas parler de toutes ces formes borderline de ventricule unique qui vous ont été expliquées, qui finalement, nous en anesthésie, nous affectent entre guillemets un peu moins. Et notamment, vous voyez, j'ai mis en gris le ventricule unique de type gauche. Donc là, vous avez compris que c'est des formes, bon, l'atrésie tricuspide, c'est assez classique, mais après, il y a toutes ces formes de malposition avec ou sans protection pulmonaire, ou bah, soit il y a une sténosatrésie pulmonaire sévère, à ce moment-là, ils ont besoin d'un Blalox, soit ils n'ont pas de protection pulmonaire, ils ont besoin d'un cerclage, ou même les meilleurs cardiologues ne peuvent souvent pas s'exprimer en période néonatale s'il y a une réparation possible à deux ventricules dans les mois à venir. Donc, du coup, ces patients-là, souvent, ils vous sont adressés comme malposition, cerclage. Vous ne savez à la limite même pas qu'on part pour un programme univentriculaire et probablement que les cardios non plus. Donc, je ne vais pas refaire le cours sur la prise en charge du Blalox que vous avez eu et je ne vais pas non plus refaire la prise en charge du cerclage que vous avez eu. Donc, on peut tout à fait traiter un ventricule unique par un Blalox ou un cerclage, selon ce qu'il a, et ne pas l'appeler ventricule unique. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, par contre, je vais parler de ce qui est clairement un ventricule unique, c'est le ventricule unique de type droit. Donc là, il y a une hypoplasie, soit de tout le cœur gauche, soit de la mitrale, soit de l'aorte, enfin voilà. Et là, par contre, il y a besoin de ce programme de type Norwood et je vais entrer donc dans le détail de la prise en charge de ce type de montage. Alors, c'est quelque chose de très complexe et à la limite, j'aurais dû laisser ça comme un dernier cours parce que c'est vraiment l'intervention pour laquelle la mortalité est une des plus élevées. Donc, ça a beaucoup évolué au cours du temps. Vous voyez, dans les années 80, il y avait très peu d'espoir de survie. Et donc, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on s'est amélioré. Et vous allez voir vers la fin de la diapo, j'ai la nouvelle technique qui est proposée par l'équipe de Necker, donc un espèce de hybride modifié. Mais même avec ça, la mortalité interstage, ça veut dire entre le premier et le deuxième temps, donc avant la cavale pulmonaire, et enregistré était de 28%. Donc pour l'instant, on stagne dans ces zones-là, 20-30% de mortalité après le premier temps. Je ne parle pas des deuxième et troisième temps qui seront donc discutés à Bordeaux. Donc, dans le bilan préopératoire, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Les deux premières choses sont vitales. Donc, la fuite de la valve AV qui va devenir la valve systémique, qu'elle soit à gauche ou droite, et la fonction systolique du ventricule systémique, qu'il soit gauche ou droit. On va aussi être très attentif à la saturation préopératoire. Je vais détailler tout ça. Et puis, il faudrait commencer à s'intéresser aux anomalies neurologiques préopératoires qui sont décrites dans la littérature depuis bientôt 20 ans maintenant, mais que pour l'instant, il y a très peu d'équipes, je dirais quasi inexistantes, les équipes qui font des bilans neurologiques approfondis avant de prendre en charge ces enfants-là. Et puis évidemment, il faudra faire le bilan des défaillances viscérales, donc notamment pour ceux qui n'ont pas une cardiopathie découverte en anténatale et qui sont découverts fortuitement après. Donc, on a dit la fonction du ventricule systémique et la fonction de la valve AV qui deviendra la valve systémique sont primordiaux. Alors, je ne vais surtout pas reprendre tout ça en détail, simplement pour vous dire, le ventricule systémique, qu'il soit gauche ou droit, c'est le seul qui sera donc utilisable. Et donc, il va éjecter dans une seule artère qui est utilisable, en l'occurrence là, c'était l'artère pulmonaire et l'aorte qu'on a fusionné pour faire le damus. Et donc, il y aura un vaisseau fonctionnel. Il va lui pousser dans la circulation systémique et puis qui va aussi alimenter la circulation pulmonaire. Là, en l'occurrence, c'est via ce Blalox, mais vous allez voir un peu plus tard, ça peut être aussi via d'autres dispositifs.
En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un ventricule qui va faire la fonction des deux. Il va donc générer deux débits, le débit systémique et le débit pulmonaire. Donc, il y a deux conséquences à ça. Le débit systémique et le débit pulmonaire vont se trouver en compétition, puisqu'il est plus facile de éjecter dans une voie où les résistances sont faibles que dans une voie où les résistances sont élevées. Donc, tout de suite, vous comprendriez que dès que vous baissez les résistances pulmonaires, ça va passer dans le poumon, ça passera plus dans la circulation systémique et vice-versa. Si vous voulez que ça passe plus dans la circulation systémique, il va falloir faire quelque chose pour augmenter les résistances pulmonaires. Et ça, c'est vrai en pré-op, c'est vrai en pér-op et c'est vrai en post-op. Et le post-op ne va pas changer la situation finalement préopératoire. Qu'est-ce qu'on a en préopératoire? On a donc le ventricule systémique unique, on a une aorte, là en l'occurrence c'est un hypovégé, on a une aorte qui fait pas grand-chose, on a le canal artériel qui alimente en fait la circulation systémique. En post-op, ça sera la même chose, sauf que ça ne sera pas le canal artériel, ça sera le montage et les patchs multiples que va mettre le chirurgien, mais le fonctionnement, l'hémodynamique sera en fait la même. C'est juste qu'on ne peut pas attendre dans cette situation pendant des mois, puisque ce canal, on ne sait pas comment il va évoluer. Et alors que là, on sait contrôler le Blalock et on sait comment ça va évoluer. Mais l'hémodynamique n'a pas changé. Donc, que ça soit avant ou après le premier temps du Norwood, le ventricule unique fait les deux circulations. Il y a toujours une compétition entre la circulation pulmonaire et systémique. Et le ventricule unique va s'épuiser à pomper dans les deux circulations. Alors que, et là c'est la seule diapo, je vous promets, où je parle un peu de déviation cavo-pulmonaire, alors que lorsqu'on fait une cavo-pulmonaire partielle, bien, le retour veineux pulmonaire, le retour veineux des membres supérieurs et de la tête ne viendront plus encombrer ce cœur dilaté et il va couler directement dans la paix. Il n'y a plus que les membres inférieurs et l'abdomen qui seront, donc le sang veineux qui sera jeté dans le ventricule unique et qui va être pompé. Donc le ventricule unique va un tout petit peu être déchargé. Donc même si sa valve avait flué un peu avant, cette fuite va diminuer. Même si le ventricule n'est pas super en fonction, il va un peu souffler. Et lorsque vous allez lui faire la cavototale, c'est-à-dire déconnecter complètement la circulation pulmonaire des circulations systémiques, et ben le ventricule unique va vous remercier parce qu'il ne devra plus faire qu'un seul débit, le débit systémique. Ici, il fait un débit et demi. Avant, il faisait deux. Et là, enfin, il ne fait plus qu'un débit. Donc là, la fonction, ça va un peu s'améliorer. La fuite de la valve AV, si elle existait, elle va un tout petit peu s'améliorer. Et le ventricule unique va enfin faire un seul débit et il sera soulagé. Mais nous, on n'est pas encore là. Nous, on est au premier temps où même après l'opération, le ventricule unique va devoir faire les deux débits. Alors, j'ai l'impression qu'on vous a très peu parlé de saturation jusque-là, donc je vais être très vite et essayant de faire très schématique, vous expliquer pourquoi on est aussi obsédé par ces saturations. Donc là, c'est un cœur normal. Donc c'est vous et moi. Nous avons un QPQS qui est donc défini par cette équation-là. Donc c'est la différence artério-veineuse entre le sang veineux artériel, le sang artériel et le sang veineux systémique, et la même chose sur le sang veineux et artériel pulmonaire. Donc, en sachant que nous, on est connectés donc, normalement, et donc on a la saturation, notre saturation dans les veines pulmonaires est égale à la saturation dans notre aorte, puisque le veine pulmonaire se jette dans le cœur gauche et le cœur gauche éjecte dans l'aorte. Et pareil, la saturation dans l'artère pulmonaire est égale à la saturation veineuse en oxygène, puisque le sang veineux qui arrive dans notre cœur droit est éjecté donc dans l'artère pulmonaire. Alors, on utilise 30% de notre oxygène pour survivre. Donc, comme je vous le disais au cours CEC, c'est plutôt 25%, mais 30%, c'est la limite où on fonctionne encore en aérobiose et on est bien. Et la saturation dans les veines pulmonaires est à 100% si on a des poumons sains et qu'on n'a pas de chante intrapulmonaire.
Donc, ça voudrait dire que notre QPQS, dans ces conditions-là, est à 1, ce qui est ce qu'on s'attend. Alors, prenons un ventricule unique. La saturation dans la P, elle va être égale à la saturation dans l'aorte. Ce n'est plus la saturation veineuse dans la P, c'est la saturation systémique dans la P. La saturation, la SpO2 moins la SpO2 sera toujours de 30%, puisque même s'ils sont désaturés, ils vont toujours extraire 30% de leur oxygène disponible pour survivre. Et s'ils ont des poumons sains, la saturation veineuse pulmonaire est à 100%. Donc, si on calcule, si on refait l'équation et on fait le calcul, eh bien, si le QP égale au QS, donc QPQS, le rapport est à 1, leur saturation est de 70%. Si ce QPQS est un peu plus élevé, donc il y a un peu plus de sang qui arrive dans le poumon que dans la circulation systémique, ils ont 80% de saturation, et ainsi de suite. Si le QPQS est à 2, la saturation est à 85. Si le QPS est à 3, 90 et 92, et ainsi de suite. Mais quelle est la différence entre ce ventricule unique et vous et moi? C'est que ce QP et ce QS sont faits par le même ventricule. Donc ça veut dire que même lorsque vous avez 70% de saturation, ce ventricule unique éjecte 2 débits, 2 fois Q. Et donc si vous êtes à 80% de saturation, ce ventricule unique éjecte 2,5 Q. Et si vous êtes à 85% de saturation, ce ventricule unique éjecte 3 Q. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc là, c'est carrément caricatural. Pour gagner 2,5% de points en saturation, le ventricule unique se ramasse un Q supplémentaire. Donc 5 fois le débit que vous et moi éjectons aujourd'hui par notre ventricule gauche. Donc vous comprenez tout de suite qu'il ne faut surtout pas qu'on soit dans cette situation et qu'on essaie plutôt d'être là, entre 75 et 85. Mais même là, le ventricule unique, il fait 3 fois le débit que fait votre ventricule gauche aujourd'hui. Donc il n'y a pas de réserve, il ne peut pas vivre longtemps comme ça. C'est une situation juste transitoire. Mais c'est difficile à réanimer. Voilà, et donc pour cette évaluation neurologique qui manque beaucoup dans nos pratiques quotidiennes, mais ce n'est pas qu'en France, hein, il y a très très peu de publications. Donc là, vous voyez, il y a une qui est un peu ancienne, qui compare les lésions IRM pré au post-op. Bon, aujourd'hui, on n'a pas les moyens et pour l'instant, personne n'a trouvé justifié de faire des IRM à tous les ventricules uniques, vous voyez, surtout quand on voit tout le spectre que ça représente. Mais en tout cas, les hypo-VG sont connus pour avoir des anomalies et même ceux-là, ils ne sont pas évalués franchement en préopératoire sur le plan neurologique. Et la réponse est un peu pragmatique. Et qu'est-ce que ça va changer? Puisque de toute façon, on leur a déjà proposé l'interruption de grossesse si on a fait le diagnostic en anténatal. Si on est là aujourd'hui, c'est que les parents ont refusé. Donc s'ils veulent que la prise en charge continue, c'est vrai que c'est un plan pratique, ça ne change pas notre conduite. Mais il y a beaucoup, malheureusement, d'anomalies préexistantes donc à notre prise en charge qui s'aggravent beaucoup en post-opératoire. Et donc, ça, c'est juste pour vous dire que c'est quand même pas négligeable, on ne parle pas de rien, puisque là, c'est l'évaluation du développement psychomoteur à 1 an. Ce sont 51 nouveau-nés donc, qui ont eu une intervention de Norwood. Et en bleu, vous voyez ceux qui avaient des performances plus basses et en noir ceux qui avaient des meilleures performances, enfin, des performances normales. Et vous voyez leur saturation, là c'est un NIR cérébral, la saturation locorégionale frontale, mesurée en post-opératoire. Bon, en l'occurrence, ils n'ont pas mesuré en pré, mais probablement que ça a aussi un intérêt en pré de le mesurer. C'est complètement non invasif, c'est pas comme une IRM où il faut transporter l'enfant et ça coûte pas grand-chose, ça coûte 70 ou 80 euros. Et vous voyez que c'est très très différent. Là, ce sont les heures post-opératoires après la fin de la chirurgie. Et clairement, ceux qui avaient des saturations plus basses cérébrales sont ceux qui avaient des performances visiomotrices moins bonnes un an de vie. Donc,
c'est un problème, même si aujourd'hui on a tendance à l'occulter, ça reste un problème. Alors, je parle surtout de post-op, mais c'est en fait là, c'est l'exemple type où l'anesthésiste doit faire en fait une réanimation continue durant son induction anesthésique, durant la fin de la CEC et tout ça. Donc en fait, on parle du post-op, mais en fait c'est tout à fait vrai pour ce qui se passe en péri-op aussi. Donc là, la réanimation préopératoire va consister à privilégier le débit systémique. Donc on vient de dire que le ventricule unique fait les deux débits, que les deux débits sont en compétition. Eh bien, nous, on va privilégier le débit systémique et non pas le débit pulmonaire. Il faut que vous voyez le débit pulmonaire comme une espèce de variable d'ajustement du débit systémique. Mais en tout cas, pas en soi comme un objectif. C'est le débit systémique qui est l'objectif du pré, per et post-op. Donc, il faut garder le canal ouvert, bien sûr. Donc, la dose de prostaglandine va être adaptée pour le garder ouvert. Il faut que l'enfant reste chaud, qu'il ne faut pas qu'il ait mal, froid, il ne faut pas qu'il fasse des efforts, il faut que les résistances vasculaires pulmonaires soient les plus basses possibles, il ne faut pas qu'il soit en détresse respiratoire. Normalement, il n'a pas de raison, sauf si quelqu'un a eu la mauvaise idée de lui donner de l'oxygène et de lui augmenter son débit pulmonaire avec un QPQS à 3 ou 4. Mais sinon, il n'y a aucune raison qu'il soit en détresse respiratoire. Après, bon, s'il a inhalé les méconiums, c'est autre chose. Mais normalement, ce n'est pas le problème. Il faut maintenir la ventilation spontanée autant que possible et il faut se garder d'intervenir dans la mesure où la saturation est normale, 75-85%. C'est l'objectif en pré et vous allez voir en per et en post-op aussi. Donc, si l'enfant est en ventilation spontanée, surtout ne pas y toucher, surtout ne pas y donner de l'oxygène. Et si jamais il est ventilé, surtout ne pas le hyperventiler parce que tout ce qui passe de poumon ne passera pas dans la circulation systémique. Donc là, pour une fois, même si j'avais dit dans les cours précédents que le nouveau-né a des résistances vasculaires systémiques, vasculaires pulmonaires élevées et qu'il ne faut pas trop se fier à ce concept d'hypercapnie permissif qui est beaucoup véhiculé chez l'enfant, grand enfant, chez l'adulte. Là, pour une fois, je vous dis oui, l'hypercapnie permissive, dans ce contexte, oui. CO2 élevé, pH plutôt 7,3 que 7,4, donc tout le contraire de ce que j'avais dit précédemment, parce que tout ce qui passe dans le poumon ne passera pas dans le systémique. Alors, ce schéma, juste pour rappeler ce qui vous a déjà été dit ce matin, donc vous allez trouver 4 types d'interventions à réanimer. Donc le premier, c'est le Norwood classique. Donc là, c'est le vaisseau qui sort du ventricule unique et une confection entre l'aorte existante, l'AP existante, du patch et tout ce que vous voulez, pour faire un seul vaisseau qui va éjecter dans la circulation systémique et qui va alimenter via le Blalock également la circulation pulmonaire. Alors, il y a une modification qui a été apportée une fois que ce Norwood a été pratiqué parce qu'il était très très difficile à réanimer. Et pourquoi il était difficile à réanimer? Parce que le cours du Blalock, je pense qu'on vous a déjà dit que c'est déjà difficile à réanimer un Blalock, mais là, c'est un Blalock qui sort après un long chantier où on a fait tout ce montage, qui sort d'une hypothermie, donc, puisque tout ça, ça s'est fait sous hypothermie profonde en arrêt circulatoire. Et donc, c'est pas un Blalock comme un autre où on fait ça en un quart d'heure sans CEC, c'est un Blalock qui a eu un gros chantier sous CEC en hypothermie. Donc, c'est très difficile à réanimer. Et donc, deuxième chose aussi, lorsque vous avez un Blalock, vous le savez, et les deux orateurs précédents vous ont aussi dit, vous avez un vol diastolique. Or, qui dit vol diastolique dit risque d'hypoperfusion coronaire. Donc, ces Norwood-là, lorsqu'il pose problème, il pose aussi problème de d'ischémie myocardique lorsque le Blalock est trop perméable, que la pression diastolique, donc de perfusion myocardique, est trop basse. Et donc, pour pallier à ça, il a été inventé cette deuxième intervention
qui donc ne change rien au chantier de réflexion de la néo-aorte, mais qui remplace le dialogue par un tube VDAP. Alors, il y a pas moins de vol diastolique, beaucoup moins. Et donc, du coup, il y a plus ce risque d'ischémie myocardique qu'on voit ici, post-opératoire. Et donc, effectivement, et donc là, je vais revenir avec des diapos, on avait l'impression que ces enfants évoluaient mieux en post-op immédiat, ils étaient un peu plus faciles à réanimer. Et effectivement, pour avoir fait des nuits de garde, quand on avait un Sano, on était un peu plus serein que lorsqu'on avait un Norwood qui à tout moment pouvait basculer sur le mauvais côté. Les Sano étaient quand même un peu plus stables. Néanmoins, le problème du Sano, c'est ça. On fait une incision sur le ventricule. Même s'il est plus stable dans la nuit qui suit son intervention, le prix à payer, c'est cette incision sur un ventricule unique droit. Et on sait déjà que le ventricule droit n'est pas un bon ventricule systémique, mais ici, en plus, il y a une incision dessus, donc il y aura toujours une cicatrice à cet endroit. Il y a moins de bonnes chances à survivre à distance, même s'il survit le post-op immédiat. Et puis, donc, pour pallier à tout ça, il y a eu, les cardio et les chir ont eu cette idée de éviter le gros chantier en période néonatale de réflexion de l'aorte, puisque bon, c'est vraiment une très grosse intervention. Et comme on a parlé des conséquences en post-op sur les résistances vasculaires systémiques, pulmonaires, sur les saignements, enfin voilà, c'est une très, très grosse chirurgie. Et de s'occuper uniquement à maintenir ce canal artériel ouvert, puisque dans la situation préopératoire, finalement, cet enfant ne demandait rien à personne. Et si on lui a fait tout ça, c'est uniquement pour, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Pour éviter que le canal artériel se ferme, et puisqu'on ne sait pas comment il va évoluer. Donc, mettre un stent dans le canal artériel et puis protéger les poumons en faisant 2 petits cerclages. Alors, lorsqu'on vous a fait le cours sur le cerclage, je suis sûre qu'on vous a parlé de la technique de Toronto, car lorsque vous cerclez l'artère pulmonaire, la question est toujours de savoir de combien vous allez la cercler. Et puis, chaque enfant a une autre taille, un autre poids, voilà, il faut qu'on ait une méthode assez fiable de calibrer ce cerclage. Et donc, cette technique de Toronto, elle est basée sur des centaines d'observations. Et donc, la formule qui a proposée l'équipe de Toronto, bah, elle est le fruit d'une expérience longue de cerclage dans toutes sortes de pathologies. Et puis, on sait maintenant exactement combien il faut cercler. Et c'est vrai que ça marche super bien et que je crois que la majorité des chirurgiens utilisent ces techniques. Mais cercler chaque AP séparément, on n'a pas encore la formule de Toronto pour les AP. Donc la grosse difficulté, c'est ça. Pas trop serré, mais assez serré, et on ne sait pas combien encore, on est encore dans la phase d'apprentissage à mon avis. Donc ça a été une grosse difficulté. Et après, il y a bien sûr la difficulté technique de mettre ce stent pile poil dans le canal artériel pour ne pas qu'il dépasse vers l'aorte. Voilà. Et donc, pour pallier, y compris à cette difficulté, l'équipe de Necker a proposé autre chose. Au lieu de mettre un stent ici, de faire carrément un patch. Et le patch, on sait qu'il ne bougera pas, on sait qu'on le met d'une certaine taille, voilà, il va pas se thromboser. Le risque du stent, bien sûr, c'est donc thrombose anti-agrégation. Là, il n'y a pas besoin. Et il reste le problème des 2 petits cerclages qui, pour l'instant, on apprend. Et je vais vous montrer la diapo des premiers 15 hybrides modifiés de Necker où la mortalité reste encore à 28%, puisque pour l'instant, on est encore dans la phase d'apprentissage, je crois. Et donc voilà, c'est les 4 options que vous allez avoir à réanimer. Alors, donc en anesthésie, bon, l'induction, il faut donc pas leur mettre d'oxygène, il faut qu'ils restent avec leur saturation à 75-85%, donc à cette saturation, leur débit, leur QPQS est d'environ 2, 1,5, 2. Déjà,
leur ventricule unique fait 3 fois le débit que vous et moi nous faisons, donc il ne faut surtout pas leur demander plus. Alors la prostine, et ça vous le savez probablement des topos antérieurs, est très vasodilatatrice et donc du coup nos drogues anesthésiques qui sont aussi très vasodilatateurs, donc il va falloir bien les doser. Alors en écart, j'avais même une collègue qui avait décrété qu'elle ne ferait pas plus du tout de midazolam par exemple, qu'elle ne fait ses inductions qu'avec morphine et curare. Bon, je trouve ça un peu sauvage, moi je continue à en faire, mais pour vous dire, c'est vraiment la hantise de l'anesthésie, c'est la vasodilatation. Comme pour toute réfection de l'arche aortique, il faut que vous ayez un cathéter artériel radial ou brachial à droite. Comme ça, lors de la perfusion cérébrale sélective, vous allez connaître la pression de perfusion cérébrale. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un candidat donc, pour un fronton futur. Et donc, il faut préserver le système CAF-SUP. Donc, je vais du coup revenir à ce schéma du fronton, même si j'ai promis de ne plus en parler. Donc là, c'est dans un premier temps, on met la veine cave sup sur les artères pulmonaires, et puis ça, c'est le cavo-pulmonaire partiel, et puis dans un second temps, on met y compris la veine cave inf sur les artères pulmonaires. Donc, et je ne connais pas le fronton inverse où on met que la veine cave inf sur les artères pulmonaires et pas la veine cave sup. Ça, on n'a pas encore inventé ça, ça n'existe pas. Donc là, on peut vivre, même si notre système cave inférieur est thrombosé. Là, mais on ne pourra jamais faire ça. En revanche, si on thrombose notre système cave sup, je n'ai vu personne faire un cavo partiel inférieur. Ça n'existe pas. Donc, le réseau veineux cave sup est prioritaire. Donc, il ne faut surtout pas le thromboser. Donc, si vous avez à choisir entre thromboser la cave sup, la cave inf, thrombosez plutôt, mettez plutôt un cathé fémoral dans ces situations-là. Et après, faites tout pour préserver le système veineux cave sup. Alors, CECO néonatal, plutôt hypothermique, je dirais, puisque là, si on parle d'une en-route, il faut faire le DAMUS et il faut refaire la crosse aortique. Bon, après, si c'est une forme intermédiaire ou c'est qu'une atrésie de la valve aortique, ou je ne sais pas, un truc où il ne faut pas refaire toute la crosse, bien sûr, ça sera, si possible, un CEC plutôt normothermique. Mais dans la majorité des cas, il faut refaire toute la crosse et à ce moment-là, c'est un arrêt circulatoire en hypothermie avec perfusion cérébrale sélective. Donc, en péropératoire, ça c'est une diapo que j'ai volée à Philippe Moria, donc qui aime beaucoup faire les choses très carrées, très schématiques pour que les choses soient claires dans la tête des étudiants. Donc, à l'ouverture du shunt, c'est comme un autre shunt, sauf que là, c'est un shunt qui est ouvert après avoir fait des heures de CEC et hypothermie. Bon, donc si la pression diastolique chute peu, ça voudrait dire que les résistances vasculaires pulmonaires sont élevées. Il y a un risque d'hypoperfusion pulmonaire et à ce moment-là, on va plutôt ajouter un tout petit peu d'oxygène et ventiler en normocapnie. Alors que si la pression diastolique chute beaucoup, au moment du déclenchage du shunt, ça voudrait dire que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses, qu'il y a un risque d'hyperdébit. Donc on va plutôt limiter l'oxygène et augmenter le CO2 et rajouter un peu de sang pour augmenter l'hématocrite. Alors, la situation la plus fréquente est quand même la deuxième, le risque d'hyperdébit. Pourquoi? Parce que les chirurgiens vont rarement mettre un petit shunt, parce que s'ils mettent un shunt trop petit, dans 3-4 semaines, il deviendra insuffisant. Et il est inconcevable de reprendre l'enfant 3-4 semaines plus tard pour lui changer son tube. Donc les chirurgiens vont quand même mettre le tube le plus gros tolérable pour le poids de l'enfant et pour son âge, pour que ça tienne, entre guillemets, le plus longtemps et que ça lui permet d'avoir une saturation satisfaisante le plus longtemps possible. Donc la plupart du temps, on va se trouver dans cette situation hyperdébit. Qui dit hyperdébit pulmonaire, dit hypodébit systémique. Donc il va falloir plutôt que vous attendiez à faire ça. Augmenter la capnie, diminuer l'oxygène et augmenter l'hématocrite.
Alors ça peut effectivement, si vous partez déjà avec une pneumopathie débutante, c'est sûr que là, ça va être très difficile à équilibrer, et donc je vous déconseille. Ça aussi, ça, forcément, en post-CEC, les résistances vasculaires pulmonaires seront un peu élevées, on en a parlé, il y a une ischémie pulmonaire expérimentale qu'on fait. Donc, il y a peut-être un risque d'hypoperfusion, mais même s'il existe, il est de quelques heures et il va vraiment transitoire et c'est surtout hyperdébit que vous allez devoir traiter. Alors, à la fin de la chirurgie, l'objectif est donc la même saturation qu'en pré-op, ça n'a pas changé, l'hémodynamique c'est la même chose, et avec la saturation veineuse en oxygène supérieur à 50. Alors pourquoi supérieur à 50? Parce que même si on est désaturé, on utilisera quand même 30% de notre oxygène existant, et donc là, on n'attend pas que la saturation veineuse en route soit à 70% comme chez vous et chez moi. Comme notre objectif est plutôt de 50 pour une saturation artérielle de 80. Bon, alors, que faire donc si cette saturation veineuse est inférieure à 50 et que la saturation artérielle est aussi basse, bah, augmenter un tout petit peu la DO2, diminuer les résistances vasculaires pulmonaires, mais très, très peu et vraiment surveiller comme le lait sur le feu. La situation la plus fréquente, c'est celle-ci, où la saturation est un tout petit peu trop élevée. Et là, forcément, on veut augmenter le débit systémique, mais il faut surtout jouer sur la résistance vasculaire systémique. Je vais revenir à tout ça en détail. Donc, l'augmentation de la DO2, puisque c'est notre objectif de la réanimation, la circulation systémique, se fait en vasodilatant, en assurant un bon hématocrite et souvent aussi avec des inotropes. Alors, vasodilatation, là, j'ouvre une toute petite parenthèse. C'est sûr, il faut tout faire pour que ça circule bien en périphérie et que l'enfant soit rose et chaud. Néanmoins, regardez bien quand même la pression diastolique parce que les coronaires seront quand même perfusés en diastole. Et il ne faut pas que vous ayez un collapsus avec une ischémie myocardique du fait de votre trop excessive vasodilatation systémique. Donc là, je reviens donc à mon expérience personnelle de Necker et de Marie-Lalonde. C'est vrai qu'à Marie-Lalonde, on utilisait l'argamanul-le qui est un excellent vasodilatateur. Et là, a posteriori, je peux dire que si on utilisait des doses finalement assez élevées d'adrénaline, c'était probablement en partie pour contrecarrer l'effet très très vasodilatateur du cotrope. Donc le cotrope est un très beau médicament, mais il faut quand même rester avec des pressions de perfusion raisonnables, on va dire. Et c'est vrai pour la perfusion myocardique, mais c'est aussi vrai pour la perfusion rénale. Voilà. Et donc à Marie-Lanon, on utilise ce, plus ce cotrope depuis quelques années. Je ne suis pas là pour vendre mon Amrinone, donc le Perfan, mais je le vois quand même qu'on a besoin de moins d'adrénaline. Donc probablement que c'est pas tellement la défaillance histolique du ventricule unique que je traitais à Necker avec mon adrénaline, c'était aussi probablement en partie la vasodilatation excessive, peut-être du cotrope. Donc faites votre expérience, mais en tout cas, maintenez la pression de perfusion quoi que vous fassiez. Si vous choisissez cotrope, mettez un peu d'adrénaline, mais surtout ne négligez pas la pression de perfusion. Là, en l'occurrence, c'est vital, la pression de perfusion myocardique est pour ce petit vital. Alors, on va surveiller le lactate, la NIRS, et donc là, je vais revenir. Et en post-op surtout, mais déjà à la fin de la CEC, si vous avez une NIR somatique, vous êtes plus à l'aise. Et je vais reprendre ma diapo pour vous expliquer pourquoi. Et donc là, on l'amène en réanimation et le but, je le répète, c'est d'assurer le métabolisme aérobie, de privilégier le débit systémique. Donc saturation qui ne doit pas dépasser 85%, QS, donc débit systémique, hémoglobine. Alors, pendant des années, on a cherché l'élément qui va guider notre réanimation et la première chose qu'on a en tête, c'est la saturation.
Eh bien, là, ce sont des simulations à partir de données réelles, mais ça reste une simulation. Donc là, ces auteurs ont regardé donc la délivrance d'oxygène selon la saturation. Pour un débit 300 millilitres kilo, pour un débit à 450, pour un QPQS à 1, ces petites lignes-là, un QPQS supérieur à 1 et un QPQS inférieur à 1. Donc, quelle est la délivrance d'oxygène idéal d'un nouveau-né? Donc, vous vous souvenez au cours de CFC, je vous ai dit que en lequel on a fait une estimation et que c'est probablement autour de 340-350 millilitres minute mètre carré. Bon, là, c'est exprimé en kilos, mais c'est pas très différent. Donc, si vous revenez à vos mètres carrés en sachant qu'un nouveau-né fait 0,2 mètres carrés, vous tombez sur 70 millilitres minute. Et donc là, ça voudrait dire que par kilo, vous devez être aux alentours de 25, quelque part là, la DO2 idéale de votre petit. Donc là, ce débit c'est une simulation encore une fois, ce débit est mis exprès un peu limite borderline inférieur et ce débit, il est clairement hyper débit, il est trop élevé. Néanmoins, pour une même délivrance d'oxygène, vous voyez, cette ligne est rouge, j'ai 4 situations différentes. Je peux être soit en hyperdébit avec une saturation artérielle à 25% avec un QPQS inférieur à 1. Waouh! Je peux être en hyperdébit à 85% d'oxygène avec un QPQS supérieur à 1. Je peux être en hypodébit pratiquement avec une saturation à 45% et je peux être en hypodébit avec une saturation à 72%. Bon, donc la saturation artérielle, certes, il faut la regarder, mais c'est sûr, toute seule, elle ne pourra pas guider notre réanimation. On ne sera absolument pas dans ce merdier où on se situe. Donc saturation, oui, mais en regardant autre chose aussi. Est-ce que la saturation veineuse est un meilleur estimateur? Sûrement. Déjà, on voit que ça se rapproche plus d'une ligne. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche. C'est un indicateur qui nous donne une relation linéaire, une corrélation parfaite. Donc, la saturation veineuse, c'est déjà un peu mieux. Et vous voyez que vous soyez en hypodébit borderline ou en hyperdébit franc, votre saturation veineuse est alentour de 45-50% pour avoir 20 millilitres d'oxygène minute kilo. On a dit que nous, on devait plutôt être aux alentours de 25, donc probablement qu'on tombe sur notre 50% de SpO2. Donc ça, c'est quand même un peu plus rassurant de savoir que la saturation veineuse a une relation presque linéaire avec notre délivrance en oxygène. OK. Et effectivement, lorsqu'on regarde dans la littérature, ben, on voit que il y a donc là, il y a le bas excess selon la saturation veineuse et on voit clairement qu'il y a une relation linéaire et que le risque anaérobique, je dirais, il est clairement existant lorsque la saturation veineuse sont basses. Là, en l'occurrence, c'est assez caricatural. Donc, retenez la saturation veineuse. Maintenant, si vous avez un cathéter en fémoral, puisque je vous ai plutôt conseillé le cathéter fémoral, n'oubliez pas que vous allez avoir une toute petite surestimation de votre SiO2 parce que les jambes n'utilisent pas d'oxygène, beaucoup d'oxygène chez un nouveau-né qui dort dans son berceau, d'accord? Donc, alors que la tête, oui. Donc, la saturation jugulaire serait un peu plus fiable que la saturation veineuse fémorale. Et donc, après, toujours cette simulation a déduit ce facteur d'excès d'oxygène qui serait le monitoring idéal puisqu'on trouve une relation linéaire entre la délivrance en oxygène et entre ce facteur donc, qui est défini par ce rapport-là. Donc, c'est la saturation artérielle qui divise la différence artério-veineuse en oxygène. Donc, pour ceux qui se souviennent du cours CEC, si vous inversez ce rapport,
vous retombez sur le Oxygen Extraction Ratio, donc la fraction extrait d'oxygène, donc c'est exactement l'inverse. Vous pouvez l'utiliser l'une ou l'autre, il faut juste que, à ce moment-là, si vous utilisez l'inverse, ce n'est pas les mêmes valeurs. Mais bon, je vous ai cité cette publication, le principe, l'idée est la même. Là, en l'occurrence, il s'agit que c'est l'inverse, ce n'est plus l'extraction d'oxygène, mais c'est le excès d'oxygène qu'on regarde. Et donc, l'objectif, dans ce cas-là, il faut qu'il soit le plus haut possible. Donc, ça voudrait dire indirectement que l'enfant a plus de 2,5 fois d'oxygène circulant que ce qu'il n'utilise. Et eh bien, bah, c'est ce qu'on veut, puisque nous, vous et moi, en ce moment, on utilise 25% de notre oxygène circulante. Et ben, si on le prend à l'envers, on retombe presque sur la même chose. On veut que lui aussi il soit dans la même situation que vous et moi maintenant. Et donc, vu à l'envers, ben, il faut qu'il y ait un excès d'oxygène supérieur à 2,5. Et plus il est élevé, mieux c'est, plus il a des réserves. Voilà. Mais malheureusement, c'est un peu théorique, puisque que ce soit américain, on l'utilisait lorsque à la visite, quelqu'un disait, bah oui, mais pourquoi on ne regarde pas ça? Est-ce que quelqu'un l'a calculé? Effectivement, et à Maïlanon non plus, on n'utilise pas au lit du malade. Donc on est plutôt resté sur les anciens saturations et saturation veineuse. Mais si vous êtes un peu plus acharné, calculez-le et vous allez voir, c'est vraiment très très aidant. La lactatémie post-op est un excellent indicateur de métabolisme aérobie et un facteur pronostic excellent. Et donc, pas plus que la valeur absolue, c'est la vitesse à laquelle ça augmente. Donc, si ça augmente de plus de 0,7 millimol au litre, bon, c'est une publi un peu ancienne, mais ces auteurs trouvent que c'est un facteur prédictif sans faille pour dire que ça ne va pas et qu'on va dans le mur qu'il faudra arranger le post-op. Et donc, je reviens à ma petite NIRS somatique qui vous coûtera 70 € de plus, mais qui vous apportera énormément d'éléments de surveillance supplémentaires. Et donc, je reviens, je réexplique ce que j'ai déjà expliqué au cours de la CEC. L'extraction d'oxygène du cerveau étant beaucoup plus élevée que celle du rein, eh bien, la saturation veineuse du rein est beaucoup plus élevée que la saturation veineuse du cerveau, donc la NIRS rénale est beaucoup plus élevée que la NIRS cérébrale. Là, c'est les valeurs normales chez des nouveau-nés qui dorment tranquillement. Et donc, ce gradient est d'au moins 10 à 15%, et lorsqu'il se diminue, voire il s'inverse, là, vous êtes sûr que vous avez une hypoperfusion somatique. Et pourquoi? Parce que la circulation cérébrale n'est pas sous le contrôle adrénergique, alors que la circulation somatique l'est. On ne vasoconstricte pas notre cerveau pour maintenir notre débit cardiaque, enfin, oui, notre pression artérielle, mais on vasoconstricte notre rein pour maintenir notre pression artérielle. Et donc, du coup, lorsque ce gradient diminue, voire s'inverse, c'est un signe immédiat. Et ça, vous pouvez le faire en direct. Il suffit, le moniteur, il est fourni gratuitement par la société. Il faut juste que vous achetiez les capteurs et vous avez votre surveillance en direct de débit systémique du petit. Et c'est vraiment extrêmement important dans cette pathologie, notamment. Alors, quels sont les déterminants de la DO2 systémique, puisque c'est ça qu'on veut assurer? Est-ce que, donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la taille de l'anastomose? Puisque plus on met une anastomose importante, plus le débit pulmonaire sera important, et donc, du coup, ça risque d'empêcher le débit systémique puisqu'ils sont en compétition. Et donc, là aussi, ce sont des simulations. Et on regarde donc là c'est le débit systémique de l'enfant, là c'est sa saturation et là c'est sa délivrance en oxygène. Ce qui nous intéresse bien sûr c'est la meilleure délivrance en oxygène et on voit on a une très bonne délivrance en oxygène à un vortex de 3 voire de 3,5.
Mais lorsqu'on met un Gore-Tex plus important, donc un Blaloc plus généreux, délivrance en oxygène systémique baisse. Et c'est tout à fait cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors que ça n'a pas beaucoup d'impact sur la saturation, vous voyez, ça augmente, voire un tout petit peu le débit du ventricule unique, mais la délivrance systémique baisse clairement. En fait, un Blaloc trop généreux ne fait que pomper dans le poumon. Et donc, c'est ça, en fait, que j'ai toujours vu faire par les chirurgiens avec qui je travaillais, le 3,5 plutôt, parce que le 3, lorsque vous mettez un 3, très vite, il deviendra insuffisant. Et très vite, quelques semaines plus tard, l'enfant sera tellement cyanosé qu'il faudra faire quelque chose. Et donc, 3,5 est tout à fait tolérable. Alors, d'autres éléments qui vont déterminer ce DO2 qu'il va falloir privilégier. Donc là, vous avez le rapport QPQS. Vous voyez qu'il y a une relation pas tout à fait linéaire, mais presque. Donc, il ne faut pas avoir des QPQS trop élevés. Vous voyez, au-delà de 2, comme on a dit, la DO2 par mètre carré sera très basse. Or, vous vous souvenez, je vous ai dit que le nouveau-né, on a estimé un écart que c'est plutôt 350, la DO2 par mètre carré. Donc, idéalement, on devrait être plutôt là, à QPQS1. Mais à QPQS1, vous êtes bien pendant quelques jours, une semaine, et puis l'enfant va grandir très vite. Et très vite, vous allez devenir insuffisant. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt sur le versant QPQS1,5, presque 2, pour donner un peu de temps à ce petit avant de le reprendre. En tout cas, lorsqu'on regarde, là à gauche, vous avez la circulation systémique, à droite, la circulation pulmonaire, les déterminants. Et là, par exemple, la résistance et le débit systémique, résistance pulmonaire, débit pulmonaire. Vous voyez que là, on retrouve une relation quasi linéaire entre les résistances et la DO2, entre le débit systémique et la DO2, là c'est normal puisque c'est un déterminant direct. Alors lorsque vous regardez le débit pulmonaire, il n'y a plus de corrélation, c'est un nuage de points tout à fait indéterminé. Donc ça voudrait dire que votre débit pulmonaire, votre résistance pulmonaire ne va pas directement favoriser la circulation, la délivrance d'oxygène tissulaire. Donc, c'est pas parce qu'il a une meilleure saturation, puisque le débit pulmonaire a augmenté, qu'il aura une meilleure DO2 au tissu. Il n'y a pas de relation. Par contre, ce que peut faire un QP trop élevé, c'est d'empêcher le QPQ systémique. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, votre circulation pulmonaire n'est que la variable d'ajustement du débit systémique. Alors, il y a une chose que les gens sont un peu réfractaires à utiliser, je ne sais plus où ils en sont avec elle, mais c'est quelque chose que je vous conseille puisque c'est tellement facile à faire. Et je vous explique pourquoi. On était parti de l'observation qu'avaient fait les néonatologistes, et ceux parmi vous qui êtes néonatologistes, probablement que vous le savez déjà, que le BNP augmentait beaucoup chez les nouveau-nés qui avaient un canal artériel, les prématurés avec un canal artériel trop généreux, et que les néonatologistes avaient même déterminé le seuil de 1000 picogrammes par millilitre pour définir le seuil opératoire carrément pour le canal artériel qui ne se fermait pas avec des traitements médicaux. Et donc, j'ai sauté sur cette idée et donc j'ai mesuré le BNP des enfants de Necker qui avaient des Blaloc. Pas tous pour des VU, hein, des Blaloc. Il y avait parmi eux aussi des Norwood, il y avait toutes sortes de choses. Mais j'ai voulu regarder s'il y avait, même un peu plus tard après la naissance, une corrélation entre le débit à travers l'anastomose et le BNP. Et pourquoi? S'il y a un débit pulmonaire trop important, il va y avoir un retour veineux pulmonaire important dans l'oreillette unique, du coup, et il va y avoir une distension de cette oreillette. Et donc, du coup, le BNP va augmenter. Et donc là, je vous montre cette image
caricaturale de ce petit qui avait donc un mois, qui est venu pour une atrésie tricuspide avec une sténose musculaire sous-pulmonaire dont on a eu du mal à apprécier l'importance en préopératoire et pour qui il a été décrété, il a besoin d'un Blaloc. Donc là, effectivement, J0, il a son Blaloc. Et puis, vous voyez très vite, il monte avec un DPMP à un niveau très, très important. Là, ça n'allait pas, il est en bas débit. Alors, comme c'était un VU, puisque c'était une atrésie tricuspide, le cardiologue a dit peut-être que le mixing n'est pas bon. On a fait un Rashkind, ça n'a rien changé. Le BMP est resté à 6000 en plateau. Après, péniblement, dans la diurétique à fond, il était déshydraté comme pas possible, avec presque une insuffisance rénale. On a réussi à lui faire baisser son BMP. Il allait un peu mieux cliniquement. Et donc là, on a dit, bon, le canal, finalement, on a sous-évalué l'importance du canal, il est encore perméable, ça doit favoriser le débit pulmonaire, on va lui lier le canal. On a lié le canal, effectivement, le BMP a un peu chuté, mais il n'a jamais vraiment baissé de manière, vous voyez là, il est sorti de l'ARIA, mais ça allait toujours pas, il est revenu pour lui fermer finalement son Blaloc parce qu'on s'est rendu compte que sa sténose sous-pulmonaire finalement n'était pas si importante et qu'en fait il avait besoin de rien. Et donc en fermant le Blaloc, on a réussi à le trouver avec des BMP revenus à la normale. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas nos péripéties qui sont intéressantes. Regardez comment ça suit, mais au jour près, la variation du débit pulmonaire. C'est assez impressionnant. Enfin, pour moi, ça a été. D'ailleurs, ce papier a été accepté dans une bonne revue. Alors que la saturation allait dire quelque chose. Bon, là, à l'évidence, elle est un peu élevée, 85, 90. Mais là, en post-op immédiat, pendant les premiers 5 jours, vous n'aurez rien pu tirer de la saturation. Donc, votre BMP était déjà au plafond. Voilà. Donc, moi, je conseillerais de monitorer le BNP. Et donc, a posteriori, sur ces patients, je pense qu'on avait une cinquantaine de patients, on a pu trouver un seuil pour prédire un QPQS supérieur à 2, ce qui nous intéresse, puisqu'on a dit qu'un 5,2, c'est ce qu'on veut, et qu'au-dessus de 2, on ne veut plus. Donc, ça voudrait dire que si vous avez un BNP inférieur à 1000, vous serez un peu plus rassuré que votre QPQS n'est pas supérieur à 2. Donc, je vous le conseille. Mais après, c'est vrai que, par exemple, la Mylanong, on ne l'utilise pas parce il faut justifier toute dépense et que le BNP est assez cher. Donc, en somme, je dirais, pour nos donc le gros chantier et pour aussi des plus petits chantiers, votre objectif en post-op, c'est plutôt, bon là j'ai mis 1, mais c'est plutôt 1,5, 2 en post-op. La saturation doit être 75-85%. Vous devez tout faire pour favoriser la délivrance en oxygène au tissu, donc le débit systémique, et non pas le débit pulmonaire. Après, si vous n'y arrivez pas très bien tout de suite en post-op, il y a d'autres moyens. Diminuer la VO2, comme on a dit au cours CEC, en gardant l'enfant ventilé, endormi jusqu'à ce qu'il soit équilibré. Et vos objectifs, donc, de surveiller SVO2 SPA à 50, facteur oméga excès d'oxygène SPA à 2,5, il n'est pas très difficile à calculer, faites-le. Diurèse lactate, lactate c'est incontournable. NIR somatique, je dirais, et BNP si vous avez les moyens de convaincre. Moi, je suis convaincue. Voilà. Et donc, que faire en cas de QPQS? Ça aussi, c'est une diapo que j'ai piquée à Philippe Mouillard. Si donc le shunt que vous avez mis en place est trop large, là, j'ai même mis cerclage peu serré parce que là, on parle du no-wood, mais en fait, ça peut être un autre ventricule unique qui a eu des cerclages et qui ne sont pas assez serrés. Eh bien, c'est tout ce qui vous a été déjà dit à ces cours-là à Bordeaux. Donc, jouer sur les résistances vasculaires pulmonaires, la résistance vasculaire systémique et sur la consommation d'oxygène. Et puis, si le QPQS est insuffisant, il y a un problème sur le shunt ou alors le cerclage a été trop serré. Résistance vasculaire pulmonaire haute, il y a un enfant qui a mal, qui est froid, qui est acide, qui circule mal. Bon, il y a des résistances vasculaires pulmonaires
trop haute. Et donc, à ce moment-là, on va essayer de baisser les résistances vasculaires systémiques. C'est assez schématique, mais en pratique, c'est ce que vous allez faire. Alors, le bolus-héparine, en cas d'anastomose systémico-pulmonaire, c'est quelque chose qui est vital. Je pense qu'il vous a déjà été largement expliqué dans les cours précédents. C'est aussi vrai pour le Norwood, car en fait, la réanimation du Norwood, c'est la réanimation d'un shunt, mais qui est passé en plus par un grand chantier pour le DAMUS. Donc là, vous allez avoir une variation très importante, une variabilité très importante de la résistance vasculaire pulmonaire. Et donc, en cas de chute brutale de la saturation, la première chose auquel vous devez penser, c'est l'enfant à augmenter ses résistances vasculaires pulmonaires, à boucher son blaloc, puisque tout ce qui ne coule pas finit par se boucher, et il faut commencer par faire un bolus d'héparine. Voilà, mais c'est en fait la réanimation d'un blaloc. Je préfère me focaliser sur des subtilités et les choses un peu plus spécifiques du Norwood. Alors, si vous arrivez au point de mettre en place une assistance, c'est très mauvais pronostic. Et puis aussi, c'est très difficile à gérer, à savoir comment gérer le blaloc. Si c'est un sano, c'est plus simple, puisque vous avez un tube de DAP et vous, avec votre ECMO, vous allez envoyer le sang dans la néo-aorte et donc vous n'allez pas l'envoyer dans le poumon, puisque le poumon sera alimenté via le tube VDAP à partir de ventricule unique, certes, mais par un autre circuit. Alors que si vous avez un blaloc, donc c'est un vrai Norwood. Là, en envoyant le sang dans l'aorte ascendante, vous l'envoyez aussi partiellement à travers ce shunt dans le poumon. Donc, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait du shunt. Il y a des équipes qui disent qu'il faut le clamper au moins partiellement pour ne pas inonder le poumon, parce que, comme toujours, le sang ira là où les résistances sont plus faibles. Donc, si vous avez des résistances vasculaires pulmonaires faibles, le poumon sera inondé et tout le débit de l'ECMO ira dans le poumon. Alors, on est qu'à un moment donné, on avait trouvé une solution un peu hybride où l'extrémité de la canule artérielle était poussée un peu plus loin, c'est-à-dire pas tout à fait à l'abouchement du blaloc, mais juste un tout petit peu pour éviter qu'il y ait trop de trop de sang qui arrive dans le blaloc. Mais vous voyez, c'est vraiment millimètres près, c'est très difficile à gérer. Donc probablement le clampage partiel de shunt est la meilleure solution. Il ne faut pas qu'il soit clampé complètement, sinon il n'y a plus de débit pulmonaire, c'est pas le but. Il faut juste qu'il y ait un débit pulmonaire, un QPQS, un VLU5. Et ça, c'est très difficile à calibrer. Donc, dès que vous partez en ECMO, c'est très péjoratif, très difficile à gérer. Alors, les facteurs de risque de mortalité post-op immédiate, la prématurité, le petit poids, la taille de l'aorte. Alors, je reviens sur cette diapo. Le début, pardon. Alors, en pré-op, donc cette aorte, il y a des formes où l'aorte est vraiment atrétique et ce qu'elle fait, cette aorte, elle ne fait que perfuser. Pardon, je reprends le vrai schéma parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre, hein. Cette aorte va perfuser en fait uniquement les coronaires. En fait, cette aorte, elle a le diamètre des deux artères coronaires ensemble parce que c'est la seule chose qu'elle alimente. Et là, un peu plus haut, elle alimente à contre-courant à partir du canal artériel les troncs supra-aortiques. Donc, mais là, ce petit cheveu alimente les coronaires. Donc là, il y a un vrai risque d'ischémie coronaire en préop. Bon, alors, je reprends mon intervention hybride ou alors carrément l'hybride modifié proposé par Necker. On ne fait rien pour les coronaires. Vous êtes d'accord?
Les coronaires continuent à être alimentés à contre-courant à travers le stent par cette aorte qui a un cheveu, que ce soit ça ou que ce soit ça. Donc, il y a un vrai risque d'ischémie coronaire, alors que là, il n'y en a plus. Dans le sano, vous n'allez pas avoir d'ischémie coronaire. Hein. Il y a un vol diastolique, mais qui est faible. Et c'est pour ça que les sanos, ils réussissent mieux la post-op immédiat. Parce qu'au moins, la fonction ventriculaire sera maintenue. Après, le problème est, comme j'ai dit tout à l'heure, cette incision qu'on fait sur le VU qui posera problème plus tard. Mais dans le post-op immédiat, le sano survivra mieux. Si je regarde mon Norwood, là, avec un 3,5 ici, dans un premier temps, les pressions diastoliques seront un peu basses. Hein. Donc, même le vrai Norwood, il a un risque d'ischémie myocardique. Mais l'hybride modifié, est clairement un très gros risque d'ischémie myocardique post-op. Là, je reprends au point où j'étais restée. Non, je vais trop avancer. Donc, la taille de l'aorte, le petit cheveu qui alimente les coronaires, il est vital pour ce petit. Donc, si cette aorte est vraiment un cheveu, en post-op, son devenir sera pas bon si on a fait un vrai Norwood ou si on a fait un hybride. Alors, les anomalies cardiaques associées, bien sûr. La fonction du ventricule unique et sa fuite, la fuite de la valve AV qui deviendra la valve systémique, bien sûr. On l'a déjà évoqué. La durée de la CEC, de l'arrêt circulatoire sont aussi. Alors, attendez. Euh, alors, vous avez posté une question. Le problème, c'est que comme je suis en plein écran, la question a aussitôt disparu. Donc, pour la voir, dites plutôt, prenez le micro et posez votre question, s'il vous plaît. Bon, alors je répondrai après, une fois que j'aurai fini, parce que là, je ne la vois plus, la question. Et donc, une post-charge élevée, donc une augmentation de la résistance vasculaire systémique. Tout ça sont des facteurs qui sont décrits dans la littérature comme facteurs de risque de mortalité post-op immédiate. Alors, lorsqu'on compare donc, le Norwood avec le Sano, on a en partie déjà parlé des avantages et des désavantages. Donc, le Norwood, il n'y a pas de ventriculotomie, puisque c'est une chirurgie à l'étage artériel. Finalement, on n'intervient pas dans le cœur lorsqu'on fait le Norwood. Alors que dans le Sano, eh bien, il y a une ventriculotomie. Donc, on intervient dans le cœur. Les inconvénients du Norwood, et c'est beaucoup plus difficile à équilibrer, et puis il y a un flux continu dans l'artère pulmonaire. Donc, certes, le ventricule unique pompe donc dans la néo-aorte pompe dans le tronc brachiocéphalique et le sang, à partir du tronc brachiocéphalique, via le bladlock, arrive dans les artères pulmonaires. Bon, c'est un long chemin, et lorsqu'il arrive dans les artères pulmonaires, le flux est quasiment plat. Il n'est plus pulsé, même si à l'origine, dans le ventricule unique, il était pulsé. Alors, lorsque vous faites un sano, vous avez un tube VUAP direct, et donc là, le flux est pulsé. Et lorsque le flux est pulsé, l'expérience montre que les artères pulmonaires grandissent mieux. Or, le devenir de ces enfants, lorsqu'ils vont arriver au stade de caveau pulmonaire, est déterminé par la taille de leur AP. S'ils ont des petites AP déformées hypoplasiques, la cavo pulmonaire ne pourra pas se faire. Donc, de ce point de vue, le SANO serait une meilleure solution. Alors, il y a un vol diastolique, comme j'ai dit, important du fait du bladlock, surtout qu'on essaie de mettre le plus gros bladlock possible. Donc, il y a un risque d'ischémie myocardique, alors que là, il n'y en a pas. Là, les deux circulations, dès qu'ils sortent de ventricule unique, sont séparées. Il y a un risque de déformation des bronches pulmonaires, parce que le bladlock, c'est quand même un tube en Gore-Tex. L'enfant va grandir, et donc au fur et à mesure qu'il grandit, le tube devient de plus en plus court relative à sa taille. Et donc, à un moment donné, il tire sur une branche, sur la branche droite où il est d'habitude posé. Et donc, on va se trouver, au moment de la cavo pulmonaire, non seulement à devoir faire le montage, mais aussi à devoir plastifier l'arbre pulmonaire qui est un peu tiraillé.
Et puis, il y a besoin d'antiagrégants pour cet enfant jusqu'à son deuxième temps. Alors que lorsqu'on fait un sano, donc on ne défend pas les branches, elles grandissent mieux, il n'y a pas de risque d'ischémie myocardique et c'est beaucoup plus facile à réanimer en post-op. Mais le prix à payer est plus tard. Alors, une comparaison donc entre 36 Blalock, je crois, et 20 Norwood et 20 Sano. Donc là, vous avez en petit carré le Norwood classique avec le Blalock et en petit rhomboïde, là, le tube VDAP, donc le Sano. Et là, vous avez donc les heures post-opératoires et vous avez la pression artérielle systolique et diastolique. Et vous voyez que systématiquement, ceux qui avaient le petit carré, donc le Blalock et le vrai Norwood, ont des pressions plus basses et surtout les pressions diastoliques sont plus basses à tout moment en post-op. Donc ceux-là, ils ont un risque d'ischémie myocardique. La survie est clairement meilleure pour du Sano versus le Blalock dans cette publication qui est maintenant un peu ancienne, mais aujourd'hui, les plus récentes comparent ces techniques avec les hybrides plutôt. Et que le QPQS était beaucoup plus stable avec le tube. Alors, néanmoins, lorsqu'on les compare à distance, donc là, vous avez les moins depuis, c'est une étude randomisée qui est apparue dans le New England, donc du coup, ça, elle est indiscutable et sur le plan méthodologique et sur le plan de ses conclusions. Donc, les enfants qui étaient randomisés pour avoir un Norwood ou un Sano et qui sont suivis pendant 2 ans. Et vous voyez qu'il y a effectivement une différence là, dans l'immédiat, entre la survie qui est plus faible dans le vrai Norwood que dans le tube VDAP, donc le Sano. Et ça, c'est à quelques mois. Mais lorsqu'on regarde ça, donc à 2 ans, la différence n'est plus significative. Il y a une tendance, mais statistiquement, elle n'est pas significative. Cette différence est due au hasard. Du coup, voilà. Il y en a un qui vous assure des nuits plus tranquilles, mais en fin de compte, il va le payer plus cher probablement parce qu'il a eu sa ventriculotomie. Et donc là, quelques mots sur ces nouvelles techniques, les techniques hybrides. J'ai vu que le professeur Belli vous a très peu parlé, mais moi j'ai fait mon devoir. Je vous ai quand même montré les schémas de ce qui se fait et notamment du schéma que vous risquez de voir, l'intervention que vous risquez de voir si vous avez un équerre en stage. L'hybride modifié, je ne sais pas à quel point ça a pris la modification de l'hybride dans le monde, mais un équerre, c'est ce qu'ils font en ce moment pour les VU de type droit. Et donc, une première publication qui vous donne en quelque sorte le protocole à suivre, à quel moment c'est difficile, à quel moment il y a les troubles du rythme, c'est au moment de l'insertion du stent, au moment du cerclage, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ce sont un peu des recettes. Votre obsession doit rester, quoi qu'il arrive, le débit systémique et favoriser le débit systémique et ne pas trop augmenter la saturation. Après, la gestion, il n'est pas simple parce que tout peut arriver. Il y a une très grosse instabilité au moment du cerclage des artères pulmonaires et c'est probablement aussi en partie dû à notre inexpérience puisque c'est une technique nouvelle. Alors, juste pour la petite histoire, dans un premier temps, un équerre, on les serrait pas trop parce qu'on avait un peu peur quand même, il faut que les AP continuent à grandir puisque ce petit va devoir arriver à sa cave pulmonaire. Et si c'est les AP, on les a trop serrés et qu'elles grandissent pas, la cave pulmonaire ne sera plus possible. Donc, du coup, on les serrait pas trop. Et puis, on avait des post-op difficiles parce qu'il y avait un hyperdébit pulmonaire tel que malgré tout ce que vous trouvez dans les diapos précédentes, hématocrite, CO2, curisation et tout, le débit pulmonaire était trop important, il faisait des ischémies digestives, ça allait pas. Bon. Après, ils ont pris un peu de courage, ils ont cerclé un peu plus. Et là, on avait des post-op comme une lettre à la poste. Ils sortaient à J2, aucun souci, c'était les succès fantastiques.
Sauf qu'il revenait quelques semaines plus tard. Les cardios continuaient bien sûr, heureusement, à les monitorer de très près. Il revenait quelques mois plus tard quelques semaines plus tard, il y en a un qui est revenu et il avait carrément disparu une des AP. C'est devenu parce que l'enfant grandit, donc les cerclages qui sont bien au moment de la pause deviennent très vite très serrés. Et donc, il y en a un qui a fini avec un blaloc pour préserver l'arbre pulmonaire pour qu'il puisse arriver à sa, à sa cave pulmonaire. Donc, vous voyez, il y a il y a une courbe d'apprentissage qui est longue et puis pour l'instant, c'est difficile. Bon, en tout cas, vous en PEROP, moi, ce que je vous conseille, l'oxymétrie cérébrale, mais aussi l'oxymétrie somatique, parce que là, franchement, ça coûte pas grand-chose. Euh, et, euh, et après, voilà, on pratique comment se passe. Donc là, c'est en l'occurrence le post-opératoire, les 72 premières heures. Donc là, nous avons des patients Norwood, donc le QPQS, et là, nous avons des patients qui ont eu un hybride. Regardez le QPQS. Je ne dirais pas que c'est plus facile à réanimer, hein, Après, c'est peut-être la courbe d'apprentissage, mais c'est pas très simple, hein. Les hybrides non plus. Sauf ceux, comme je vous ai dit, qui ont été serrés, tellement serrés que cela, c'était incroyable. On n'arrivait pas à le croire à quel point ils étaient simples et qu'ils sortaient à J2. Mais bon, on a vu après le prix à payer. Donc, lorsqu'on compare encore une fois hybride versus Norwood, puisque les publis plus récentes, c'est ce qu'elles font aujourd'hui, et donc un peu plus en détail. Donc, nous avons les 72 premières heures post-op et nous avons en ligne continue le groupe hybride et en ligne discontinue le groupe Norwood. Et donc là, nous avons le débit cardiaque, donc le débit du ventricule unique. Vous voyez qu'il est plus élevé avec un Norwood, malgré tout le chantier, toute la CEC qu'il a eu. Les premières heures post-op, il a quand même un débit plus élevé qu'un hybride. Lorsque je regarde les résistances vasculaires systémiques, puisque c'est ce qui m'intéresse, je veux qu'il soit bien perfusé en périphérie, ah bah, je vois que le Norwood gagne quand même aussi. Lorsque je regarde les résistances pulmonaires, bah là pour une fois c'est la même chose les premières heures, mais un peu plus tard, le Norwood gagne. Lorsque je regarde ma DO2, parce que finalement c'est ce qui m'intéresse, je vois que le Norwood gagne dans un premier temps. L'hybride le rattrape au bout de 48 heures. Et lorsque je regarde mon lactate, là aussi, le Norwood a gagné, puisque l'hybride a des lactates plus élevés. On était en 2007, la technique venait d'être mise en place, mais le jour où vous l'implémentez dans votre centre, vous allez repasser par la même courbe d'apprentissage. Donc le hybride, certes, c'est plus simple, on peut PEROP, ça dure 2 heures, alors que le Norwood dure la journée, peut-être des fois, mais pour l'instant, c'est pas la solution miracle. Et donc là, c'est l'expérience de Necker avec les premiers hybrides modifiés, avec le patch à la place du stent dans le canal. Et vous voyez, 28% de décédés avant d'arriver au stade de cavo-pulmonaire partiel. Alors après, il y a toujours un peu de malhonnêteté chirurgicale. Bon, sur les causes de décès, hein, bon, sepsis, on meurt aujourd'hui, c'est rare quand même qu'on meurt de sepsis. Je pense qu'il y avait quand même une défaillance ventriculaire hein, comme ça. Bon, la mort subite, on ne veut pas l'appeler défaillance ventriculaire, mais probablement que c'en était une. Néanmoins, le résultat est là. Il y a quand même un tiers, enfin un peu plus d'un quart qui disparaissent avant le deuxième temps. Et lorsqu'on le regarde donc à distance, là c'est en mois, donc 90 mois, le hybride standard versus le Norwood, vous voyez que c'est pareil. Donc, j'arrête pas de le répéter, c'est une animation complexe, il faut privilégier le transport d'oxygène systémique, donc la délivrance en oxygène vers le tissu, et le débit pulmonaire n'est que la variable d'ajustement de votre QS. Voilà, le monitoring doit être multimodal. Vous avez vu la catastrophe que représente la saturation toute seule. Il faut à tout prix que vous ayez
plusieurs façons de surveiller. La plus faible, un grand point d'interrogation, la mort bimortalité avec les nouvelles interventions hybrides. Chacun a son avis. C'est pas forcément plus simple de réanimer un hybride qu'un vrai Norwood. Et puis surtout, le vrai Norwood, on a plus d'expérience et en courbe d'apprentissage est déjà faite. Alors, je vais